Le nom Mobutu est un beau nom, puissant, mais c'est un nom qui te sert comme c'est un nom qui peut te desservir. Pour cet épisode de récit, j'ai choisi de donner la parole à Ndagbia Mobutu, parce que derrière le nom, il y a une femme qui a traversé des épreuves qui auraient pu la briser, mais qui a choisi, chaque fois, de se relever. Sa résilience, sa foi et son courage tracent un chemin pour d'autres. À travers son histoire, j'ai voulu comprendre ce que signifie se reconstruire, se tenir debout malgré tout. Ndagbia incarne cette force silencieuse qui inspire. Je m'appelle Ndagbia Mobutu alias Nda. Je suis née le 23 octobre 1975 à Bruxelles. Je suis la dernière d'une grande fratrie. Je suis du signe Scorpion. Je ne sais pas si c'est nécessaire de le dire. Ça veut dire que j'ai un caractère bien trempé. Ma mère est décédée en octobre. Je suis née un 23 et ma mère est décédée un 22, mais en 1977. Ma mère avait 36 ans lorsqu'elle est décédée et moi j'avais à peine 2 ans. On m'a dit que c'était une maman qui était quand même très stricte sur beaucoup de choses, mais une maman aimante, une maman très très juste, mais qui aimait vraiment que tout soit impeccable, que les enfants soient polis. Ça, c'était vraiment ce qui représentait maman. Jusqu'à mes 5 ans, j'étais avec papa. Et puis après, je suis venue en Europe, donc en Belgique, retrouver les autres, mes frères et sœurs. Alors, on était dans une famille. Au fait, la famille habitait chez nous. Et voilà, on a vécu là, en Belgique. À l'âge de 15 ans, je suis partie vivre en Suisse, donc à Lausanne. J'étais à l'internat et c'était une très très belle époque d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé cette expérience. J'ai eu une enfance très heureuse parce que déjà le fait de vivre en famille c'est agréable. Tu es avec tes frères et sœurs. Comme je disais, moi je suis la petite dernière donc j'ai toujours été un petit peu choyée par tout le monde. Et mon papa avait une affection particulière pour moi. Donc je manquais de rien, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Et ma belle-mère était aussi présente, donc non, j'ai eu une très belle enfance. Papa, moi je suis la plus jeune donc de chez ma maman, ce qui veut dire que quand moi je suis arrivée, papa il avait déjà pris de l'âge, donc il a été un peu plus cool je pense avec moi. Mon père aimait vraiment l'esprit de famille, c'était un homme très occupé, mais lorsqu'on revenait pendant les vacances, il tenait vraiment à ce que toute la famille au grand complet soit rassemblée. C'était rien d'extraordinaire, mais juste des dîners en famille qui le rendaient extrêmement heureux. Aussi bien les aînés que les plus jeunes, il aimait nous retrouver tous autour d'une table et il nous posait à chacun des questions. Il avait une très bonne mémoire. Ils m'ont inspirée, malgré que je n'ai pas vécu avec ma mère puisqu'elle est décédée, j'étais très jeune, mais je vois comment mon père parlait de maman, comment même il était avec maman Bobby. C'était un homme qui, quand il aime, il aime. Il est démonstratif, par des actes, par des gestes, très démonstratif. Et je pense qu'il me l'a inculqué aussi, d'une certaine manière, parce que je suis assez démonstrative lorsque j'aime. Je pense que mon mari pourra vous en témoigner. C'est bon. Tu témoignes ou pas? Tu témoignes que je suis démonstrative lorsque j'aime? Qui a dit ça? Moi, j'ai dit ça. Est-ce que je suis démonstrative? Voilà. Les voyages, surtout les voyages en famille avec papa, c'était jamais vraiment qu'en famille, c'était toujours avec toute une délégation derrière. Mais ça, je m'en rappelle beaucoup. Et puis, j'étais quand même un peu espiègle. Honnêtement, oui, je crois que j'étais espiègle. Mais bon, ça, je crois que c'est les dernières, c'est toujours comme ça. Mais j'étais gentille. Je rêvais de devenir chanteuse ou actrice. Moi, j'étais une rebelle. Je ne vais pas commencer à vous raconter n'importe quoi. J'étais une rebelle. Je me suis fait renvoyer de l'internat 2 fois. On m'a renvoyée à Gbado. Papa m'attendait sur le tarmac. Donc oui, j'étais rebelle quand j'étais ado. Mais comme je dis, j'étais gentille. J'étais pas très studieuse aussi. Ça, c'est vrai. Je vais être honnête. J'étais pas très studieuse, mais j'avais pas le choix. Je devais ramener les résultats à la fin de l'année. Sinon, j'étais punie. Dans ta vie en général, quels sont les moments les plus marquants? La chute du pouvoir. La chute du pouvoir parce que je ne peux pas vous dire le décès de ma mère parce que j'étais trop jeune. Je ne peux pas m'en rappeler. Mais la chute du pouvoir,
la perte de frères. Ça a été des moments très marquants pour moi. Je commençais à devenir adulte. Mon père est décédé, j'avais 21 ans. C'est, je pense, un moment où on a besoin justement d'avoir un papa à côté. En tout cas pour moi, je ressentais fort le besoin d'être avec mon père. Donc lorsqu'on a quitté le Congo, on s'est retrouvés au Maroc. Et au Maroc, j'étais avec papa. Bien qu'il était souffrant, mais j'étais auprès de mon père. Ça a été des moments très difficiles. Voilà, ça a été des moments très difficiles, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça m'a beaucoup marqué. Et des années après encore, ça a été ces années-là, en 97. Ben, ça m'a rendue plus forte. Au début, tu as l'impression que ça te fragilise au fait, parce que tu te dis mais qu'est-ce que je vais devenir? Papa n'est plus là, on n'a plus de pays, on n'appartient plus à rien au fait. Et tu te dis mais comment est-ce que je vais sortir ma tête de l'eau? Tu te dis je suis foutue au fait. Et puis tu te dis pourquoi est-ce que je serais foutue au fait? Il y a des gens qui ont vécu pire que moi. Donc je me suis relevée au fait. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et c'est quelque chose qui m'a vraiment permise de faire mon deuil. Donc ça a commencé tout d'abord, j'ai lancé ma boutique de vêtements à Abidjan parce que quand papa est décédé au Maroc, j'ai décidé de quitter le Maroc et d'aller m'installer en Côte d'Ivoire. Je voulais rester en Afrique. J'ai ouvert une boutique de prêt-à-porter pour femmes. Là, je vous parle, on est en 98. Je suis restée 2 ans, ma boutique fonctionnait bien. Je faisais des va-et-vient, Milan, Bruxelles, j'allais faire mon stock. Ça m'a permis de passer à autre chose, de plus me focaliser sur ce qui s'est passé, sur la perte d'être cher. Parce qu'il y a eu mon père, mais il y a eu aussi mon frère qui vient juste avant moi. Kongoulou, celui qu'on appelait Saddam, nous étions très 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 proches. Donc, coup sur coup, papa en 97, il y a Kongoulou en 98, ça a vraiment été difficile. Mais l'entrepreneuriat, comme je dis, m'a permis d'aller au-delà de ça. Et je voulais, de là où ils sont, qu'ils puissent être fiers au fait de ce que je suis en train de devenir. Il y a eu des problèmes en Côte d'Ivoire. Alors, encore un pays où malheureusement je ne pouvais pas rester. Donc j'ai été obligée de retourner en Belgique et je voulais absolument pas avoir ce statut de réfugié. Donc ça a été une période où je vivais, j'avais pas de papier. J'avais quand même décidé de faire une école de cuisine. Alors j'ai été à l'école sans papier. J'ai fait des cours du soir de cuisine sans papier. Une fois que j'ai fait l'école de cuisine, on m'a demandé pour ouvrir un restaurant de faire la gestion d'entreprise. Donc j'ai fait une école de gestion d'entreprise. Et entre-temps, j'ai eu des documents. La suite était logique. J'ai ouvert mon restaurant à Bruxelles. J'en étais très fière. Azekos est né bêtement. Je ne pensais pas que j'allais lancer une conciergerie. J'ai un de mes très bons amis qui m'appelle pour me dire qu'il y a un artiste, je vais taire son nom, il y a un artiste qui veut aller à Kinshasa. Tout son staff ne sait pas comment faire pour l'emmener à Kinshasa. Est-ce que moi, j'ai des connaissances? Et j'y suis allée au bluff. Mais je peux m'occuper de ça. Il n'y a aucun souci. Ah bon, tu peux t'en occuper? Oui, je peux m'en occuper. Ok. Et c'est comme ça que cet artiste a fait appel à mes services qui n'existaient pas pour aller à Kinshasa et se produire. C'est comme ça que je me suis dit, mais finalement, ça s'est bien passé. Pourquoi est-ce que je n'essayerais pas de monter un truc dans ce genre? Et pourquoi pas la conciergerie de luxe? Tout simplement. C'est comme ça que Azekos est né. Mais là, maintenant, je veux vraiment commencer à parler d'Azekos Service un peu partout et pouvoir offrir le service, au fait, à toutes les contrées. Puis j'ai ouvert aussi un lounge à l'aéroport de Kinshasa. J'espère en ouvrir plusieurs parce qu'il y a un S au bout du lounge. Cette année, il y a une dame qui s'appelle Cecilia Zopeletto qui est réalisatrice et qui a voulu me faire confiance pour un de ses films en me donnant le premier rôle. J'ai réalisé un rêve d'enfance. C'est un court-métrage, il s'appelle Cliché. Je suis très fière d'avoir pu participer à ce projet. Je défends beaucoup la cause des femmes. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur. J'ai été approchée par le G100 qui m'a demandé d'intégrer le G100 donc. Je suis très heureuse de pouvoir contribuer et d'être dans ce groupe de femmes entrepreneurs et pouvoir en inspirer d'autres. Ma vie a eu tellement de hauts et de bas, tellement de bouleversements. Il y a eu des moments où je me demandais même, mais comment est-ce que je vais m'en sortir? Comment est-ce que je vais arriver au bout de ceci ou de cela? Parce qu'on a beau dire, le nom Mobutu est un beau nom, puissant. Mais c'est un nom qui te sert comme c'est un nom qui peut te desservir. Il y en a eu beaucoup des moments heureux. Il y a eu d'abord les naissances de mes enfants.
Mais le dernier moment le plus heureux de ma vie, c'est mon mariage. J'y croyais plus. Je me suis mariée à 48 ans. Donc voilà, moi je dis à toutes les personnes qui veulent se marier et qui n'y croient plus, il faut toujours y croire. À ma fille, Nayanka, elle a 15 ans. C'est un âge un peu difficile. Aujourd'hui, la nouvelle génération est telle que voilà, c'est un peu plus difficile. Ma fille est très heureuse, très épanouie. Mais je veux quand même lui dire que malgré l'épanouissement dans lequel elle vit, il va y avoir des moments où ça va être très, très, très difficile. Mais il faut jamais lâcher. Il faut toujours y croire. Toujours y croire et toujours vouloir en faire plus. Ne pas dormir ou rester sur ses acquis. Ça, c'est pour ma fille Nayanka. Mais je dirais que c'est le même message pour mon fils Aidan et pour ma belle-fille Antonella, en fait. Parce que j'ai 3 ados et ils sont dans un âge crucial. Nous, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de réseaux sociaux. On était un petit peu dans notre bulle. Aujourd'hui, eux, ils ont, je ne sais pas si c'est de la chance ou pas de la chance, mais de voir ce qui se passe de vilain au dehors. Et c'est à eux maintenant de faire leur choix. Vers le beau, ça prend du temps. C'est lent et il faut beaucoup de courage, beaucoup de persévérance, etc. Ce qui est vilain, c'est rapide. Ça clinque, mais les retombées, c'est pas terrible. La classe sociale, c'est rien. C'est rien du tout. Moi, j'ai tout eu. Je suis née avec une cuillère d'argent dans la bouche. Mais j'ai eu des moments de grand chaos. Ça a été difficile. La plupart des gens voient que le côté Mobutu, bling bling, etc. Mais il y a eu des souffrances. La vie qui a complètement changé. Les opportunités, on les avait plus. Mais ça ne nous a pas empêchés, en tout cas moi, ça ne m'a pas empêché de continuer à y croire. Donc même les personnes qui sont d'un milieu défavorisé, je pense qu'il ne faut pas qu'ils se limitent à croire que voilà, ils vont rester là-dedans. Non. Il y a eu tellement d'exemples. Pour la future génération, ce que je dis, c'est ne pensez pas que votre milieu social va vous définir. Pas du tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, abonne-toi pour soutenir le projet Récit.